En 1994, le Rwanda connaît l'un des pires génocides de l'histoire de l'Afrique. En 100 jours, 800 000 Tutsis et Hutus modérés avaient péri dans une extermination planifiée par le gouvernement composé principalement de Hutus. Des millions d'autres Rwandais ont fui cette violence. Le Rwanda avait alors perdu 30% de sa population totale. Oui, je dis bien 30%. L'espérance de vie dans le pays est soudainement descendue à 21,9 ans. Son économie déjà petite ne fonctionnait plus, les infrastructures ont été complètement détruites et tout semblant de couverture sociale a cessé d'exister. Le Rwanda était alors un État en faillite selon toutes les définitions imaginables de ce terme. D'ailleurs, les habitants disaient eux-mêmes que c'était l'enfer sur terre. Aujourd'hui, cependant, une frontière surprenante existe au nord du lac Kivu. D'un côté, les bidonvilles du Congo sont éparpillés de manière chaotique et presque aucune maison n'a ni d'eau courante ni d'électricité. La criminalité et la pauvreté sont monnaie courante depuis des décennies. Les groupes rebelles armés menacent constamment les moyens de subsistance des habitants. Et pour ceux qui ne vivent pas là, pour entrer dans le pays, vous êtes obligé de payer des pots de vin aux rebelles et vous devez payer encore plus cher pour partir. Mais à quelques mètres de là, à l'est, de l'autre côté de la frontière, c'est comme si vous étiez dans une autre planète. Certes, toutes les rues ne sont pas goudronnées, mais elles sont incroyablement propres par rapport à l'autre côté de la frontière. Les conducteurs respectent les limitations de vitesse et les policiers ne demandent jamais de pot de vin. Les opportunités économiques imprègnent la ville et cela se voit à travers leurs maisons modernes et bien construites. Les soins de santé sont bon marché et universels et le taux d'homicide est encore plus bas qu'aux États-Unis. Mais ce qui peut vous surprendre, c'est que ce côté-ci de la frontière, c'est le Rwanda. Malgré ce qui s'est passé en 1994, malgré son manque de ressources naturelles, ce qui s'est passé au Rwanda au cours des 30 dernières années est plus que surprenant. Presque tous les indicateurs de développement du Rwanda se sont considérablement améliorés. L'espérance de vie, la mortalité enfantine, le PIB par habitant, les crimes violents, le taux de pauvreté, le taux de scolarisation, etc. Et ces mêmes indicateurs de presque tous les pays de la région ont stagné, voire empiré. Mais comment le Rwanda a-t-il fait pour s'améliorer aussi bien et surtout aussi rapidement? Cette croissance économique en cours au Rwanda est-il tout simplement trop beau pour être vrai? Je m'appelle Moustapha Sako, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. D'abord, les habitants d'origine du Rwanda actuel étaient les Hutus. Mais un débat féroce aujourd'hui spécule que dans les années 1500, le peuple Tutsi y avait immigré depuis la Corne de l'Afrique. Ces Tutsis étaient avec leur bétail qui était la principale source de richesse du pays. Et ils ont progressivement commencé à dominer militairement et économiquement le Rwanda actuel dans les années 1700. Ils ne représentaient qu'environ 15% de la population, mais avaient réussi à établir un royaume hautement militarisé et surtout centralisé. Donc un plus grand pourcentage de richesses, de pouvoir et de ressources a commencé à s'accumuler au profit de cette minorité Tutsi. Mais finalement, la colonisation toque à la porte. Le royaume a été colonisé par les Allemands puis par les Belges après la Première Guerre mondiale. Mais étant donné que régner directement sur une colonie au cœur de l'Afrique coûtait cher, les Belges ont décidé de s'allier avec la structure du pouvoir existante dominée par les Tutsis. Donc les Tutsis conservaient leur position de privilégiés dans la société en échange de l'acheminement des ressources des Hutus vers les Belges. D'ailleurs, les Belges obligeaient les populations à porter des cartes d'identité marquées Hutu, Tutsi ou Tua. Donc vous l'avez compris, les Belges ont exacerbé l'écart de pouvoir entre les ethnies, ce qui forcément a conduit à une haine de plus en plus grandissante des Hutus envers les Tutsis. Les Tutsis étaient privilégiés, les Hutus en revanche étaient relégués à de lourdes taxes et à un travail forcé non rémunéré. En fait, les Belges étaient vraiment des rats, ils voulaient rendre la colonie la plus rentable possible. D'ailleurs, ils ont introduit la culture du café dans le pays et les Hutus étaient ceux qui s'occupaient des champs. Mais cette façon de faire n'a pas duré longtemps. En fait, par crainte que les Hutus, avec leur nombre largement supérieur, ne finissent par se rebeller, les Belges ont organisé une transition vers la favorisation de la majorité Hutu, ce qui a pour conséquence la montée en flèche des violences anti-Tutsis. En fait, les Hutus voulaient se venger des années d'oppression qu'ils ont subies. La première vague de violence est survenue en 1959, au cours de laquelle environ 150 000 Tutsis ont fui le Rwanda vers les pays voisins. En plus de ça, le pouvoir grandissant des Hutus, couplé avec les sentiments anticoloniaux, ont conduit à l'indépendance du pays en 1962 avec les Hutus désormais aux commandes. Ce nouveau pouvoir des Hutus vont conduire à l'institutionnalisation de la discrimination anti-Tutsi. Les Hutus vont se livrer occasionnellement à des violences systémiques contre les Tutsis pendant des décennies. Et ça, ce n'est pas sans conséquence. Des millions de Tutsis ont fui le pays. Mais malgré ça, le Rwanda va connaître une croissance économique remarquable, grâce à des quantités généreuses d'aide extérieure, à des accords commerciaux plus que favorables, et surtout grâce à la forte hausse des prix internationaux du café. Et le café était le premier produit d'exportation du pays. En fait, la croissance démographique rapide du pays a aussi favorisé la croissance économique. D'ailleurs, à cette époque, le Rwanda était déjà devenu le pays africain le plus densément peuplé, et les terres étaient devenues de plus en plus rares. Ce qui était un problème majeur puisque la plupart de la population ne mangeait que ce qu'elle cultivait sur leurs parcelles individuelles. En plus de ça, comme la plupart des pays qui deviennent trop dépendants d'un seul produit d'exportation, la chute des prix du café à la fin des années 80 a provoqué une onde de choc dans l'économie rwandaise, aggravant de nouveau les tensions ethniques. En plus, les terres agricoles du Rwanda commençaient à montrer des signes de forte détérioration en raison d'une culture excessive.
Et comme si cela ne suffisait pas, une grave sécheresse frappe le pays entre 1988 et 1989. Le Rwanda avait trop de bouches à nourrir et face à ça, le gouvernement n'avait pas les ressources pour intervenir et aider la population. Mais ce même gouvernement qui était désormais un régime totalitaire devenait de plus en plus tyrannique, inefficace et corrompu. Pire, le gouvernement a utilisé les Tutsis comme bouc émissaire à leurs problèmes de plus en plus croissants. Et vous allez voir que les conséquences de ça seront désastreuses. Alors, commençons cette partie par la réponse de Kagame quand on l'avait demandé le souvenir qui l'avait le plus marqué de toute sa vie. Paul Kagame avait répondu que c'était celui de lui et de sa famille lorsqu'ils ont échappé de peu à la mort lors de la flambée des violences contre les Tutsis. Il avait réussi à fuir le Rwanda et vivait parmi les centaines de milliers de Tutsis dans le sud de l'Ouganda. Kagame avait rejoint l'armée ougandaise et a rapidement gravi les échelons de l'armée jusqu'à devenir officier supérieur. Il participe même au renversement du gouvernement ougandais lors du coup d'état militaire. Ensuite, il rejoint finalement le FPR, le Front Patriote Rwandais, qui était un réseau mondial militant de réfugiés Tutsis. Leur objectif était clair, organiser un retour dans leur pays. Et ce FPR était une force de combat hautement compétente et expérimentée. La détérioration de la situation du Rwanda au niveau des violences contre les Tutsis a été jugée comme moment idéal pour lancer une attaque. Donc en octobre 1990, Kagame et le FPR ont envahi le Rwanda. Alors d'abord, ils ont été dans une impasse qui a finalement conduit à un accord de paix fragile en 1993. Et cet accord a pris fin lorsqu'un avion privé transportant le président Hutu du Rwanda a été abattu en avril 1994. Écoutez bien, ce qui s'est passé ensuite ne peut être décrit que comme un enfer sur terre. En fait, le gouvernement rwandais avait secrètement armé les groupes militants Hutu et localisé tous les foyers Tutsis du pays. Ensuite, une propagande anti-Tutsi très vicieuse a été mise en place. L'objectif du gouvernement était clair, exterminer tous les Tutsis du Rwanda. Conséquence, au cours des 100 jours suivant l'abattage de l'avion du président Hutu, 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été assassinés. En réponse à ça, Kagame et le FPR ont repris les combats et les massacres n'ont cessé de deux côtés, jusqu'à ce que Kagame et le FPR prennent la capitale. Et vous vous doutez bien, à ce moment-là, le Rwanda ne ressemble plus à rien. 77% de tous les Tutsis avaient disparu, les autres étaient traumatisés à jamais. En plus, des millions de Hutus ont aussi fui le pays de peur que le FPR se venge. Au total, le Rwanda a perdu environ un tiers de sa population, mais presque toutes les infrastructures ont été détruites, l'économie était à l'arrêt et une haine sociale extrême persistait. Donc comment peut-on reconstruire un État aussi défaillant, qui était d'ailleurs considéré comme la communauté internationale comme étant une nation irréparable? Le général Paul Kagame est venu nous dire que la prise de Kigali constituait un tournant décisif dans la guerre. Et il appelle ce qui reste de l'ancien gouvernement à se rendre pour abréger, dit-il, les souffrances des Rwandais. Alors immédiatement après que le FPR ait pris le pouvoir au Rwanda, Kagame a fait trois choses. La première fut la mise en place d'un gouvernement temporaire dirigé par les dirigeants du FPR. Alors ce gouvernement ressemble à celui de la force combattante d'origine qui était très transparente, efficace et structurée pour lutter contre la corruption. Et son objectif était de stabiliser, de rectifier, d'unifier et de créer une nation libérée du poids des étiquettes ethniques. Le deuxième objectif était de mettre un terme à la violence en utilisant l'armée comme police et en emprisonnant autant d'auteurs que possible dans un pays qui compte désormais 6 120 000 personnes en prison. Alors ce nombre impressionnant était dû au fait qu'il était impossible de donner à chaque prisonnier un procès digne de son nom. Le Rwanda a dû recourir à un système de justice traditionnel dans lequel les tribunaux locaux jugés par les aînés traitent rapidement les procès. Bon, on ne sait pas si ces procès étaient équitables, mais dans tous les cas, le Rwanda n'avait pas d'autre solution. Et ceux qui avaient activement planifié le génocide de 1994 ont été jugés par un tribunal pénal international. Et enfin, le troisième objectif de Kagame était d'accepter l'aide financière des autres pays, ainsi que celle des institutions internationales, comme l'ONU. En fait, à l'époque, l'ONU avait échoué à garantir la paix au Somalie et n'avait non plus presque rien fait pour stopper les atrocités au Rwanda. Donc pour se racheter, l'ONU et de nombreux pays occidentaux ont individuellement injecté des quantités massives de ressources au Rwanda. On estime qu'environ 700 millions de dollars d'aide humanitaire ont été envoyés au cours de la première année après le conflit. Avec cette aide, les infrastructures ont été reconstruites, les soins de santé ont été restaurés et les écoles ont rouvert leurs portes, même si elles n'étaient pas encore en très bon état. Conséquence, en 2000, la situation au Rwanda s'est stabilisée et s'améliorait progressivement. Alors même si Paul Kagame déclare qu'il n'avait à l'origine aucune aspiration politique, il était tout de même devenu vice-président du gouvernement provisoire et il contrôlait l'armée du Rwanda. Donc lorsque le président de l'époque, Bizimungu, a été contraint de démissionner après s'être brouillé avec le gouvernement, Kagame a été vu comme le remplaçant idéal. Donc en 2000, Kagame est officiellement devenu le président du Rwanda. C'est l'occasion pour Kagame de présenter au Rwanda la vision 2020 du pays. Et cette vision 2020 de Kagame définit ses plans de développement rapide dans le but de faire du Rwanda un pays émergent en seulement 2 décennies.
La vision 2020 de Kagame était basée sur 6 éléments clés. Priorité à la bonne gouvernance, à l'intégration internationale, au développement rapide des infrastructures du secteur privé, aux ressources humaines, à l'agriculture. Mais la priorité clé non écrite était de garantir que la nation n'éclate pas une nouvelle fois de plus dans la violence. Même si cela a nécessité de contrôler la nation d'une main de fer jusqu'en 2003. De plus, une nouvelle constitution établissant un gouvernement permanent à parti unique a été adoptée et Kagame a remporté les premières élections. En réalité, le Rwanda n'est plus une démocratie, même s'il y a eu ces semblants d'élections, parce que les opposants politiques sont interdits de se présenter aux élections, emprisonnés ou même assassinés. Vous l'avez compris, après 1994, le Rwanda a été largement contrôlé et administré une nouvelle fois de plus par la minorité Tutsi. Donc Kagame et le FPR savaient que la seule façon de construire et de maintenir une légitimité politique était d'assurer la sécurité et une croissance économique rapide. Et ça, tout en veillant que toutes les voix dissidentes soient réduites en silence. Donc ces situations particulières du Rwanda a donc nécessité et fortement motivé les responsables politiques à mettre en place une gouvernance transparente, efficace et sans corruption. Une gouvernance dans laquelle un développement économique rapide pourrait ensuite avoir lieu. Donc avec Kagame aux commandes, ils ont respecté ce plan avec une rigueur étonnante. Conséquence, aujourd'hui, le Rwanda est le 4e pays le moins corrompu de l'Afrique. Et il a longuement été 2e juste derrière le Botswana. Cette extrême diminution de la corruption a conféré au Rwanda un avantage significatif, ce qui a créé un cercle vertueux pour le pays. En ce qui concerne les aides, le Rwanda reçoit les aides et ces aides sont utilisées efficacement. Conséquence, les nations sont encore plus disposées à leur fournir des ressources. Et à partir de ce moment-là, ce que les professionnels surnomment le miracle économique rwandais est né. Il y a quelque chose au Rwanda qui effectivement donne l'impression aux Ouest-Africains, et c'est aussi le cas ailleurs en Afrique, qu'il s'est passé quelque chose. Alors d'abord, le Rwanda, qui manquait de ressources naturelles substantielles, a suivi les traces de Singapour. Kagame savait que la ressource la plus précieuse dont il disposait à cette époque-là, c'était les ressources humaines, sa population. Mais le problème, c'est que la population rwandaise avait une espérance de vie en moyenne de 47,2 ans et l'accès aux soins de santé était faible et de mauvaise qualité. Kagame a donc concentré un pourcentage important de son aide sur l'amélioration du système de santé. Et vous vous doutez bien, ce qui en théorie fournirait une main-d'œuvre plus productive, car en bonne santé. En plus de ça, le fait d'avoir minutieusement sélectionné les entreprises en charge de cette mission a permis de construire des hôpitaux modernes et des cliniques locales dans tout le pays. Dans cette même dynamique, des fonds ont été consacrés à la formation de nouveaux médecins et des infirmières. Et ça a permis de ramener les travailleurs dans le domaine de la santé qui ont fui le pays en 1994. Et ces conditions ont aussi incité les médecins étrangers du monde entier à participer à la formation des médecins et des infirmières du Rwanda. Ensuite, pour garantir l'accès à une couverture médicale, tous les Rwandais peuvent être assurés pour moins de $2 par an. Et ceux qui ne peuvent pas se le permettre, notamment les familles nombreuses, bénéficient d'un service gratuit. Donc vous vous doutez bien, tous ces efforts ont considérablement augmenté la disponibilité et la qualité des soins de santé du pays. Et ça a aussi permis d'augmenter l'espérance de vie à presque 70 ans aujourd'hui. La deuxième approche de Kagame pour investir dans la population était d'améliorer le système éducatif du pays. Pour ce faire, le Rwanda a alloué 30% de l'ensemble de son budget à l'éducation, ce qui représente la plus grande part de dépenses publiques. Et tout comme les soins de santé, l'accent a été mis à la formation du plus grand nombre d'enseignants possible, en utilisant l'aide des organisations humanitaires pour construire des écoles. Finalement, en rendant l'éducation obligatoire jusqu'à l'âge de 12 ans, le Rwanda a aujourd'hui un taux de scolarisation de 98% dans l'éducation de base. En plus de ça, maintenant, le Rwanda a réorienté sa priorité vers la construction d'écoles techniques dans l'espoir de devenir à terme une plaque tournante des technologies de l'information et de la communication en Afrique. Mais l'un des facteurs les plus importants ayant aidé le Rwanda est sa force de police. Et ça, ce n'était pas gagné d'avance car au départ, elle était inefficace et des réformes majeures peu fiables l'avaient transformée. Donc de ce côté-là aussi, le Rwanda avait misé sur la formation des agents en mettant l'accent sur les droits de l'homme. Les institutions de police sont désormais soumises à une surveillance externe de 7 autres comités gouvernementaux et civils. Et les réformes mises en place obligent les forces de police à travailler en collaboration avec leur communauté et en diffusant fréquemment leurs objectifs. Donc c'est la somme de tout ça qui fait qu'aujourd'hui le Rwanda fait partie des pays africains ayant les taux de criminalité les plus bas. D'ailleurs, selon le sondage Gallup de 2018, le Rwanda se classait 2e en Afrique pour le respect de la loi et le respect de l'ordre. D'abord, le fait d'avoir garanti la sécurité dans le pays ainsi que l'accès aux soins et à l'éducation s'est avéré être la base parfaite dans laquelle le gouvernement a pu mettre en œuvre des politiques visant à libérer le potentiel économique du Rwanda. Le gouvernement a aussi mis l'accent sur la construction des infrastructures pour stimuler la croissance, y compris la construction des réseaux routiers pour connecter le pays. On peut aussi parler de la construction des grandes centrales hydroélectriques qui ont permis d'apporter de l'électricité aux ménages et aux industries. Concernant les transports, le gouvernement de Kagame a beaucoup investi dans l'aéroport de Kigali. Étant donné que le Rwanda était enclavé, il était crucial que sa connexion avec le monde soit assurée pour le transport aérien et pour les expéditions de marchandises.
Concernant les télécommunications, le gouvernement a beaucoup investi dans la mise en place de réseaux de télécommunications. Au total, 95 millions de dollars ont été dépensés dans ce sens sur 2300 km, ce qui a permis au Rwanda d'être classé 3e en Afrique pour la connectivité Internet. D'ailleurs, aujourd'hui, en 2023, le Rwanda devient le 2e pays africain à bénéficier des services Internet par satellite de Starlink. Aussi, la multiplication progressive des moyens de transport a considérablement réduit les coûts de transport du Rwanda, rendant les exportations beaucoup plus compétitives. Conséquence, les bénéfices du secteur agricole se sont vus être améliorés, et ce qui a aussi pour conséquence l'augmentation des salaires des plus pauvres du pays qui travaillent tous quasiment dans l'agriculture. Mais il faut aussi admettre que le Rwanda a eu beaucoup de chance, dans la mesure où le prix du café, qui est son premier produit d'exportation, n'a cessé d'augmenter depuis 2001. Kagame était conscient de ça et pour ne pas dépendre uniquement de l'industrie du café, le Rwanda s'est diversifié. Et pour ça, le Rwanda a copié Singapour. Ils se sont focalisés sur l'augmentation de leur attractivité pour les investisseurs étrangers. C'est-à-dire que les droits de douane sur les exportations ont été réduits, les taxes ont été aussi réduites et le processus de création d'une nouvelle entreprise ou d'une exploitation dans le pays a été simplifié au maximum. Et bien sûr, les réglementations inutiles présentes dans beaucoup de pays africains ont été supprimées, à deux doigts de citer le Sénégal. Et les lois concernant l'application des contrats commerciaux ont été renforcées. Le Rwanda a tellement amélioré son environnement des affaires que selon l'indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale, le Rwanda est devenu le pays ayant le plus progressé au monde, passant de la 142e place en 2008 à la 29e place en 2019. Cela l'avait placé au 2e rang en Afrique et était devant des pays ayant des économies plus avancées comme le Japon, le Pays-Bas et la Suisse. Résultat, une énorme augmentation des investissements étrangers passant de seulement 8 millions en 2005 à 366 millions en 2018. Et en parallèle, le secteur du tourisme connaissait aussi une croissance significative. D'ailleurs, le tourisme est devenu aujourd'hui la principale source des capitaux étrangers. Pour illustrer ça, les revenus générés par le tourisme sont passés de 27 millions de dollars en 2000 à 635 millions de dollars en 2019. Et les autres secteurs des services, notamment les services bancaires, les assurances, etc., ont aussi connu une croissance rapide. Conséquence, l'économie du Rwanda est maintenant diversifiée et les emplois sont mieux rémunérés. Mais cependant, l'un des éléments les plus contestés du développement économique du Rwanda a été la création d'une entreprise d'État, Crystal Venture. Cette société est une holding du RPF et a une énorme emprise sur l'économie du Rwanda. Elle a la main sur l'agriculture, sur les télécommunications, sur les constructions des routes, sur le raffinage du café, ainsi que le secteur du luxe. Une deuxième entreprise nommée Horizon est aussi une grande société holding contrôlée par le ministère de la Défense qui travaille dans la logistique et la construction. Le gouvernement de Kagame soutient que ces entreprises sont primordiales pour les projets long terme du Rwanda. En fait, c'est ce que Pyongyang expliquait quand il disait que le cœur des économies des pays africains doivent être occupés par des entreprises détenues par des Africains. Parce que les bénéfices générés par les entreprises étrangères ne vont jamais servir à développer le pays. Par exemple, leurs bénéfices ne serviraient jamais à améliorer le système éducatif du pays, à construire des hôpitaux. Vous pouvez trouver la vidéo entière sur ma chaîne. Pour revenir au Rwanda, le gouvernement soutient que c'est grâce à ces entreprises d'État qu'il y a eu l'établissement réussi d'un réseau de téléphonie mobile en 1998, alors que beaucoup pensaient impossible. Mais de l'autre côté, les critiques soutiennent que ces entreprises sont là pour obtenir les contrats gouvernementaux préférentiels. Ce qui fait aussi peur aux gens, c'est cette alliance entre pouvoir politique et commercial. Une alliance qui peut être dangereuse dans le futur. Et le gouvernement de Kagame affirme aussi chercher le bon moment pour permettre au secteur privé de reprendre ces grandes entreprises d'État. Alors même si ces entreprises deviennent de plus en plus obsolètes et économiquement inefficaces, il faut tout de même admettre qu'ils ont été très importants dans le développement du Rwanda jusqu'à présent. Alors le fait d'avoir misé sur le capital humain, d'avoir investi sur les infrastructures et d'avoir fait du Rwanda une destination attrayante pour les capitaux étrangers a porté ses fruits. En effet, depuis l'an 2000, le Rwanda enregistre une croissance moyenne du PIB de plus de 8%, ce qui en fait l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Le Rwandais moyen est en bien meilleure santé, plus riche et plus instruite que jamais auparavant. La nation n'est plus en situation d'insécurité alimentaire, contrairement à ses pays voisins comme l'Ouganda, et les citoyens n'ont plus à s'inquiéter à la violence et à la criminalité. Mais bien sûr, tout n'est pas parfait. Le Rwanda est toujours une nation qu'on caractérise de pauvre. 69% de sa population mange toujours ce qu'elle cultive et les opportunités économiques sont encore relativement limitées. Certains pensent même que le gouvernement a modifié les chiffres en les embellissant de façon extrême. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles le Rwanda aurait pillé illégalement les ressources du Congo, ce qui leur aurait permis d'avoir cette croissance économique depuis l'an 2000. Un autre point à critiquer, c'est que Kagame a dirigé la nation de façon très ferme depuis qu'il a pris le pouvoir. D'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus de voix commencent à se monter contre lui. En fait, les Rwandais ont supporté le manque de liberté politique parce que le gouvernement a assuré la sécurité et un développement économique rapide du pays. Mais si cela ne poursuit pas, la nation pourrait à nouveau sombrer dans les violences ethniques.
Et ça rendra impossible l'émergence du pays. Parce que oui, le Rwanda ambitionne de devenir pleinement un pays émergent d'ici 2035 et un pays riche d'ici 2050. En fait, en réalité, le véritable test qui attend le Rwanda, c'est l'après-Kagame, parce que la nature totalitaire du gouvernement peut facilement être utilisée pour enrichir une certaine élite aux dépens de la population. C'est d'ailleurs malheureusement le cas de beaucoup de pays africains, comme par exemple ce qui s'est passé récemment au Gabon avec la famille Bongo. Et en plus, je vois mal le Rwanda revenir à une démocratie parce que les Tutsis aux commandes seront terrifiés à l'idée de partager le pouvoir avec les Hutus, qui sont largement majoritaires. Et ça, à long terme, ça peut recréer des tensions ethniques. Mais dans tous les cas, pour le moment, le Rwanda semble être l'un des rares success stories africains. Donc c'est la fin de cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne parce qu'il y aura d'autres vidéos de ce genre-là. Et viens me suivre sur Instagram et pose-moi toutes tes questions, je te répondrai. Allez, peace.